Bonsoir à tous. France 3 Limousin vous propose ce soir la première grande soirée de débat consacrée aux élections législatives anticipées provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron le 9 juin dernier. C'était il y a donc 10 jours. Ce soir, les principaux candidats dans 3 des 6 circonscriptions du Limousin vont confronter leur analyse de la situation politique et leurs propositions. Nous recevrons 4 candidats pour la circonscription unique de la Creuse, 3 candidats pour la première circonscription de la Haute-Vienne et également 3 candidats pour la deuxième circonscription de la Corrèze. Pour chacune de ces circonscriptions, les débats dureront 30 minutes. Nous sommes donc ensemble sur France 3 et sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse jusqu'à 22h40 et nous serons en compagnie de Jérôme Edan, rédacteur en chef de France Bleu Limousin pour les 2 derniers débats. Mais nous commençons donc par la Creuse et avant de vous présenter les invités qui sont autour de moi, voici la situation dans cette circonscription unique. Le premier tour des législatives dans l'unique circonscription de la Creuse ressemble beaucoup à celui de 2022. Catherine Couturier pour la gauche unie se représente sous la bannière Nouveau Front Populaire. Elle sera cette fois encore opposée à Jean-Baptiste Moreau pour la majorité présidentielle, député de 2017 à 2022. Il y a 2 ans, la candidate LFI l'avait emporté sous les couleurs de la NUP avec une courte avance de 177 voix au premier tour avant d'être élue avec une avance plus nette au second. La droite se présente cette fois encore divisée avec Valérie Simonet, la présidente du conseil départemental, et le nouveau secrétaire départemental des Républicains, Bartholomé Lenoir, soutenu par le Rassemblement national. Il y a 3 autres candidats, Anna Pinson pour Reconquête, Catherine Dumont pour Lutte ouvrière et Florence Véréien-Valade pour Liberté démocratique française. Pour ce scrutin, le score du RN aux européennes pourrait tout changer. La liste Bardella a obtenu le 9 juin dernier plus de 35% des suffrages en Creuse. Et 4 de ces 7 candidats sont avec nous ce soir. Je précise que les règles de l'Arcom prévoient que c'est l'équité, non l'égalité, qui s'applique pour cette campagne dans l'audiovisuel public. Et l'équité tient compte de la représentativité des candidats, des derniers résultats de leur parti et de leur capacité à faire campagne, d'où la présence ce soir de 4 des 7 candidats dans cette circonscription de la Creuse. Catherine Couturier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée sortante LFI, candidate du nouveau Front Populaire. Jean-Baptiste Moreau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, député, vous avez été député de 2017 à 2022. Vous êtes candidat de la majorité présidentielle. Valérie Simonet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du conseil départemental de la Creuse, candidate républicaine et centre. Bartholomé Lenoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes président, je précise, président des Républicains de la Creuse, soutenu par le Rassemblement national et candidat de l'Union des droites. Exactement. Alors Catherine Couturier, d'abord pour vous cette première question. Aux européennes, le total des voix de la gauche en Creuse, rassemblées, je dis bien rassemblées, est de 28,3% des suffrages. 7 points de moins que la liste de Jordan Bardella. Est-ce que vous vous sentez ce soir menacé ? Absolument pas, parce que déjà, je suis députée sortante et donc forcément, la prime au sortant a toujours existé dans les élections. Et le constat, c'est que beaucoup d'électeurs, notamment de gauche, de par peut-être la division qui existait dans le cadre des européennes, ne se sont pas déplacés. Et nous estimons justement à peu près à 7000 électeurs sur ce département qui doivent pouvoir retrouver les urnes. Et d'ailleurs, il y a une forte mobilisation, notamment sur les procurations, et en particulier de la jeunesse. Alors, Bartholomé Lenoir, vous êtes peu connu en Creuse, ça n'est pas vous faire offense que de le dire. Vous travaillez comme conseiller aux côtés d'Éric Ciotti, donc à Paris, au siège des Républicains. Vous êtes depuis quelques mois donc président départemental des Républicains en Creuse, officiellement investi avec le soutien du Rassemblement national. Alors, comment vous définissez-vous ? Est-ce que vous êtes de droite ou d'extrême droite ? Je suis de droite. Moi, je réfute le terme d'extrême droite. Je pense que le Rassemblement national n'est plus le Front national d'il y a 30 ans de Jean-Marie Le Pen. C'est un parti qui s'est normalisé. Donc moi, j'appartiens à l'union des droites, c'est-à-dire à l'union entre les Républicains et le Rassemblement national. Donc je me définis comme de droite. Valérie Simonet, vous êtes, vous, la candidate, j'allais dire, officielle, légitime de la droite creusoise. Est-ce qu'en tous les cas, c'est comme ça que vous vous définissez ? Oui, je crois que j'appartiens à un parti politique depuis 19 ans, LR. Nous savons ce qui s'est passé la semaine dernière. Ma position, elle a été claire. Je suis issue de ces valeurs de la droite, du gaullisme, d'une droite à la fois sociale mais forte de conviction, qui s'ancre dans un cadre clair, celui de la République des droits et des devoirs.
la République qui protège ses concitoyens et qui doit en effet continuer à le faire dans un contexte que l'on sait extrêmement préoccupant aujourd'hui. Jean-Baptiste Moreau, après votre défaite en 2022, vous aviez annoncé votre retrait de la vie politique. Vous avez d'ailleurs vendu votre exploitation agricole et vous êtes devenu lobbyiste, si je puis dire. Ouais. Pourquoi avez-vous décidé de vous réengager cette fois-ci dans cette campagne ? Je me suis retiré de la vie politique parce qu'effectivement, c'était une grosse déception, je ne le cache pas. Hein, ça fait vraiment mal quand on s'est engagé corps et âme pendant 5 ans, semaine et week-end compris. Voilà, on a besoin de tirer un peu les leçons de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réussi et aussi de ce qu'on n'a pas réussi. Il y a des choses qu'on n'a pas réussi si on n'a pas été réélu. Donc voilà, j'ai eu besoin de faire le point. Ma ferme, je l'ai déjà expliqué sur les réseaux sociaux, mais je ne pouvais pas revenir. J'avais installé mon ancien salarié sur mon exploitation et on ne pouvait pas vivre à 2 chefs d'exploitation sur l'exploitation telle qu'elle était. Donc il fallait réinvestir. Enfin, c'était pas possible, voilà. Et j'avais besoin aussi de passer à autre chose. Et je pense que d'ailleurs, c'est un sujet qu'il va falloir traiter au niveau de l'agriculture, à savoir qu'on n'est pas agriculteur. Je suis paysan, je suis né paysan et je mourrai paysan. Ça, c'est pas le sujet. Mais on doit pouvoir passer d'un métier à l'autre et l'agriculture doit être un métier comme un autre, globalement, où on peut changer. On va parler d'agriculture, faire ça jusqu'à la retraite, on en parlera à la fin. Mais voilà, moi, mon engagement, il est contre les extrêmes. Mon engagement, en 2017, c'était pour la Creuse et pour l'agriculture et pour le monde agricole, sur lequel j'avais un certain nombre d'idées que j'ai poussées jusqu'au bout. J'étais rapporteur de la loi agricole du quinquennat 2017-2022. Et mes convictions aussi, elles sont contre les extrêmes. Je me suis toujours battu contre les extrêmes, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite. Et donc, c'est dans la continuité de ce combat-là que j'ai tendu la main aux forces républicaines de droite et de gauche dès le dimanche soir, l'annonce de la dissolution. Bon, voilà, on m'a expliqué qu'on attendait les positions des partis nationaux. Moi, j'ai décidé de partir au combat parce que je n'ai pas attendu même d'avoir l'investiture de majorité présidentielle, parce que j'étais dans la 3e vague, je n'étais même pas dans la première. Mais je ne voulais pas laisser que la Creuse soit représentée par l'extrême gauche. Déjà, ça m'a suffisamment peiné en 2022, et encore moins par l'extrême droite à l'issue des élections. Je voudrais simplement rappeler à M. Moreau que le Conseil constitutionnel a classé dans les nuances la France insoumise à gauche. Donc ce débat autour de l'extrême gauche, de nous qualifier à l'extrême gauche, c'est un faux débat. C'est en tous les cas la terminologie. Le NPA qui est d'extrême gauche, lui, et LFI, par son comportement et par la façon dont il a œuvré à l'Assemblée nationale depuis 2 ans, et pour moi, à l'extrême gauche. Monsieur Moreau, je vais confirmer ce que dit Mme Couturier. Le Conseil d'État, en effet, s'est prononcé le 11 mars dernier, a considéré que le Rassemblement national était bien un parti d'extrême droite, et il a considéré que LFI et le Parti communiste étaient à gauche, et que seul le NPA et Lutte ouvrière étaient à l'extrême gauche. Voilà, je fais la précision. Merci. Alors, je voudrais juste que nous abordions maintenant quelques thèmes dans cette émission. On a évoqué l'agriculture, on y viendra dans un instant. Si je peux quand même rebondir sur ce débat, dire qu'un message a été adressé clairement aux politiques et au président de la République, Emmanuel Macron, dès le soir des résultats des élections européennes. Je crois que c'est à la fois un constat, en même temps, qui ne fonctionne plus, qui ne marche pas, ou est-il déjà fonctionné d'ailleurs, et en tout cas un ras-le-bol clairement exprimé des oubliés de la ruralité. Et en Creuse, on sait ce que cela représente. Donc là aussi, c'est un message qu'il faut entendre, et ce n'est pas la première fois. Il l'a entendu, c'est pour ça qu'il a prononcé la dissolution. Et sur la Creuse, je tiendrai quand même à rappeler que sur le quinquennat 2017-2022, j'ai négocié avec le président de la République le plan particulier pour la Creuse, 85 millions d'euros qui sont arrivés sur le département, dont le conseil départemental a mis en œuvre et a proposé un certain nombre de projets d'ailleurs. De prendre la parole, les résultats des européennes, c'est quand même plus de 36% pour Jordan Bardella. Donc en réalité, écouter le peuple aujourd'hui, c'est voter pour Jordan Bardella, Premier ministre. Donc vous confirmez donc que vous soutiendrez Jordan Bardella, qui est donc d'extrême droite, comme il vient d'être précisé. Écoutez, le Conseil d'État peut définir l'extrême des droite, thématiques. vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Le Conseil d'État peut définir des étiquettes. En réalité, c'est le peuple qui décide. Et le peuple dit Jordan Bardella. Voilà, donc d'extrême droite. Donc non, pas d'extrême droite. Les Français ne tomberont pas dans le panneau, encore une fois. Ne faites pas des panneaux comme ça énormes. Jordan Bardella est de droite. Moi, je suis de droite et nous faisons l'union des droites. Jordan Bardella sera un Premier ministre de droite. Il faut arrêter de dire les extrêmes. Le seul extrême, c'est la gauche. Politique de la droite. Il faut aller convaincre les gens. Alors justement, parlons du fond, parce qu'il y a un sujet qui... Le fascisme et le racisme sont portés par justement l'extrême droite. N'importe quoi. Alors parlons du fond des propositions, notamment la retraite, puisque à la fois le nouveau Front populaire et le Rassemblement national proposent d'abroger
cette loi qui a donc été votée à l'Assemblée nationale. Catherine Couturier, pourquoi vous voulez revenir sur cette loi qui a mobilisé de très nombreux Creusois? Je rappelle qu'il y avait plus de 5000 manifestants à Guéret le 31 janvier. C'était quasiment du jamais vu, ou en tous les cas, c'était... Les chiffres de la police, et effectivement, les organisations syndicales ont estimé à peu près à 8000 manifestants. Vous avez raison de rappeler ce chiffre. Et il faut aussi rappeler quand même, c'est 75% à peu près de la population, et même 90% des actifs qui étaient opposés à cette réforme, qui rajoute, qui prive en fin de compte 2 ans de vie tranquille, parce que c'est à 60 ans, à 62 ans qu'on a les meilleures années pour pouvoir vivre en bonne santé. Et donc, il était nécessaire qu'aujourd'hui, dans nos propositions, on porte ce projet d'abroger immédiatement dans les 15 premiers jours, et bien sûr de revenir sur la question de la retraite à 60 ans, qui permettra tout simplement aussi de créer de l'emploi. Mais en maintenant la revalorisation qui accompagne aussi cette réforme? Bien sûr qu'il faut... Parce que je pense aux tiers à peu près de Creusois qui sont à la retraite, qui nous regardent ce soir, oui, il faudra... et qui ont vu leur retraite revalorisée avec cette réforme. Mais sur la retraite, monsieur, nous portons dans notre programme la question d'atteindre les 1 600 € comme le SMIC pour justement la retraite et le minimum vieillesse également, qu'il faut revaloriser parce qu'aujourd'hui, il est en dessous du seuil de pauvreté. Et vous le savez très bien, dans un département comme la Creuse où nous avons 40% de plus de 60 ans, avec beaucoup de femmes qui viennent du monde agricole, qui ont des petites retraites. Et donc, il y a nécessité de relever le niveau des retraites, parce qu'aujourd'hui, au regard de la situation de l'inflation et des prix, eh bien, c'est indispensable. Alors, Monsieur Lenoir, juste une précision, parce que Jordan Bardella est pour l'abrogation de la loi qui a donc été votée. Éric Ciotti, dont vous êtes le conseiller, lui était favorable à la retraite à 65 ans. Alors, où êtes-vous entre ces deux propositions? Ma vision des choses, c'est qu'il faut, quand on est cadre, il faut travailler un peu plus, puisque nous héritons d'Emmanuel Macron d'une situation financière catastrophique, et il va donc falloir travailler un peu plus. En revanche, et je le dis pour les Creusois, quand on est dans les carrières longues, quand on est dans les carrières pénibles, quand on est agriculteur, il faudra pouvoir partir tôt et même à 60 ans. Je le dis très clairement, il faut, quand on est cadre, quand on travaille dans les bureaux, il faudra travailler un peu plus. En revanche, je veux qu'on parte tôt quand on est agriculteur. C'est très très clair. Donc moi, je suis pour une modification de la loi en ce sens. Une cadre infirmière, je continue ma démonstration. Partir à 65 et j'ai dit les ans travaux pénibles, il faudra partir beaucoup plus tôt. Une infirmière, elle est cadre. Les travails dans le bureau, il faudra travailler un petit peu plus. Tous les travaux pénibles, on partira un peu plus tôt. Je précise une deuxième chose. Il faut améliorer évidemment les pensions. Si c'est partir tôt en ayant une petite retraite, ça sert à rien. Donc moi, je pense que les carrières pénibles, les carrières longues, il faudra partir plus tôt avec de meilleures pensions. Ça, c'est très clair. Et la dernière chose, je le dis, il faut aussi vivre dans des conditions agréables. Il faut vivre dans une sérénité, dans une tranquillité. Et ça, c'est important parce que ça ne fait pas partie des thématiques qu'on va aborder, mais je pense à la sécurité, etc. Je veux aussi qu'il y ait une meilleure sécurité pour la Creuse, qu'on travaille sur ces sujets-là de façon très importante pour que les retraités puissent vivre une meilleure retraite avec de meilleures pensions et plus tôt, notamment pour les agriculteurs et les gens qui ont un travail pénible. Alors Valérie Simonet, vous, aujourd'hui, quelle proposition vous défendez sur la retraite? Est-ce que vous êtes dans la ligne que défendait Éric Ciotti il y a encore quelques mois à 65 ans, ou est-ce que vous vous êtes rapproché peut-être du nouveau Front populaire, ou peut-être que la position d'Emmanuel Macron aujourd'hui de maintenir la réforme vous convient? Alors, typiquement, on est sur un sujet de première importance pour les Creusois, pour un grand nombre de Creusois, mais sur lequel on n'a rien compris. Les uns et les autres ont échangé, ont annoncé des chiffres, des montants, des valeurs, des orientations. On n'a rien compris de cette réforme et surtout des enjeux. Sinon, à savoir en effet que nous avons aujourd'hui des retraités dans notre département et surtout des femmes qui vivent avec des retraites qui ne sont pas décentes face aujourd'hui en particulier à l'inflation. Nous avons aussi des femmes en particulier, je le redis, qui n'ont pas de carrière complète et qui vont travailler plus longtemps. Mais ça, c'est le constat, Madame Simonet. Donc, votre position à vous aujourd'hui? Il faut absolument se repencher sur le sujet, mais de façon la plus claire et la plus compréhensible possible pour là aussi prendre les mesures qui seront nécessaires entre ce que souhaitent les gens. Travailler plus longtemps, travailler moins,
avoir des aménagements sur la fin de sa carrière. Je pense que là aussi c'est important. On voit aujourd'hui un certain nombre de travailleurs qui présentent des difficultés de santé. Donc il va falloir aménager aussi ces dernières années de carrière professionnelle. Donc c'est ce sujet-là qu'il faut regarder dans sa globalité. Et ceux qui aujourd'hui prônent ces 60 ans, ces 65 ans, ces 62 ans, pour moi, ce n'est pas le fond du sujet. Et il faut aujourd'hui de la clairvoyance. C'est ce que demandent les Creusois, ce que demandent les Français. Ils n'en peuvent plus de ces élus qui font des promesses, alors qu'on sait, et on le constate tous les jours aujourd'hui sur les chaînes, dans les débats, elles ne seront pas tenues. Allez, on est à mi-parcours de ce débat sur France 3 Limousin et sur France Bleu Limousin et France Bleu Creux. Jean-Baptiste Moreau, la réforme qui a été votée, vous la jugez toujours courageuse, même si elle conduit peut-être à cette situation politique inédite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. La méthode n'était pas la bonne. Passer par un 49.3, c'est pas possible, et c'est d'ailleurs en partie ce qui a conduit à la dissolution. Je veux dire, on peut pas prendre des réformes aussi importantes que celle-là par 49.3, c'est juste pas possible. Moi, j'avais participé aux premières discussions sur la retraite, qui était une réforme systémique. C'était une réforme à la retraite par points, qui prenait justement en compte les carrières hachées, qui n'était pas juste une réforme paramétrique, et c'est la réforme paramétrique qui a été rejetée globalement. Je pense que la réforme systémique de la retraite par points était bien plus intelligente. C'est ce qui se pratique dans de nombreux pays scandinaves, et c'est à mon avis celle-là qu'il aurait fallu remettre sur la table, et pas voilà, j'échange avec l'exécutif, et au moment du 49.3, j'ai dit, vous n'allez quand même pas faire un 49.3 sur quelque chose d'aussi clivant. Il faut arriver à expliquer et à faire comprendre. Après, il faut arrêter la démago, la course à la démago des deux côtés, à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Ces trois paramètres, la retraite, c'est très simple, hein. C'est le montant des cotisations, la durée des cotisations et le montant des retraites. Aujourd'hui, le dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites montre que même avec la réforme, on est déficitaire pour les 70 ans qui viennent, jusqu'à 2070, excusez-moi plus exactement. On est, même avec la réforme qui était très dure, il faut le reconnaître, on est déficitaire. Donc de toute façon, il va falloir revenir sur ce sujet-là, mais il faut revenir pas de façon clivante, mais en associant, en prenant en compte les carrières longues, la pénibilité. Des choses ont été faites de bien dans cette réforme, mais visiblement, elle n'a pas été comprise. Donc l'adopter en 49.3, c'était certainement pas la bonne solution. Et croyez-moi, si j'avais été député à l'époque, j'aurais sans doute craché plus fort dans le pot. Alors, si je peux me permettre quand même quelques réactions. Non, mais il faut qu'on parle des salaires et de l'agriculture, Madame Couturier. J'entends. Faites vite. Mais il faut bien voir que partir à 60 ans, c'est créateur d'emplois, et c'est surtout aussi pour la sécurité sociale en matière de santé. C'est-à-dire qu'on aura des situations, malheureusement, qui coûtent cher à la sécurité sociale. 60 ans, c'est on augmente les cotisations, voilà, ou on diminue les retraites. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, mais alors parlons des salaires, parce qu'il nous reste 13 000... On va amener sur les agriculteurs. 20 secondes. 60 ans. Moi, par exemple, j'ai un jeune fils qui a 1 an. Si, quand il aura 15 ans, il me dit je veux être agriculteur, je vais quand même pas lui dire maintenant tu vas bosser 50 ans. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut aussi savoir ce que sont la pénibilité du travail. Et donc partir à 60 ans quand on a été agriculteur depuis qu'on a 15 ans, eh ben c'est normal. Bon, alors avant d'être à la retraite, il faut travailler. Et quand on travaille, on a un salaire. Et la question des salaires est également centrale dans cette campagne des législatives. Jean-Baptiste Moreau, aujourd'hui, Gabriel Attal, il a inventé une formule, après travailler plus pour gagner plus. Lui, il dit, aujourd'hui, c'est gagner plus et payer moins. Comment ? Il propose justement de réduire le montant des cotisations pour les salaires allant du SMIC jusqu'à 2 000 € par mois, justement, pour rapprocher le salaire brut du salaire net, c'est-à-dire augmenter le salaire net, clairement, et donc augmenter le salaire. Et de plus, d'augmenter la possibilité sur les primes Macron qui ont été créées voilà quelques années, d'augmenter le plafond jusqu'à 10 000 € d'exonération des cotisations, ce qui permet justement, alors à 10 000 €, évidemment que les PME creusoises, elles ne vont pas donner 10 000 € de primes Macron, elles n'en ont pas les moyens. Si elles en avaient les moyens, elles le feraient. Mais elles en donnent déjà. Je veux dire, moi, parce qu'on m'a expliqué que j'étais lobbyiste. Je suis conseiller en affaires publiques, je travaille notamment pour Picoty, basé à la Souterraine. Je ne pense pas que ce soit une multinationale, et je ne pense pas qu'en défendant ses intérêts sur la transition énergétique, je fais du travail indigne. Voilà, parce qu'on me renvoie souvent à ça. C'était pour clarifier un peu les choses. Donc voilà, je travaille encore pour la Creuse, et ma société de conseil, elle est indépendante et elle est encore basée en Creuse. Ouais. Bref, sur le pouvoir d'achat, évidemment, il n'y a pas de recette magique. Pendant l'inflation galopante, il y a eu des boucliers de mise en place sur l'énergie, il y a eu des choses de mise en place. Peut-être ça n'allait pas assez loin, peut-être on peut toujours dire. Mais en même temps, on nous dit que ça va pas assez loin, et en même temps, on nous dit qu'on a creusé du déficit. Donc à un moment, là aussi, il faut pas être schizophrène, il faut choisir. Mais, Catherine Couturier, le Front Populaire, le nouveau Front Populaire, c'est 200 € de plus par mois. Le SMIC à 1 600 € net. Est-ce que les entreprises creusoises, les petites PME creusoises, elles ont les moyens d'augmenter les salaires ? C'est une très bonne question. Nous, ce que nous proposons, parce qu'il y a effectivement des petites entreprises, mais il y a des très grandes entreprises qui, aujourd'hui, font des profits énormes. Et pour pouvoir, justement, éponger ou mettre en œuvre cette mesure, il faut créer une caisse de péréquation de façon
aider justement les petites entreprises. Parce qu'un petit artisan, j'ai eu des discussions encore hier sur le marché, eh bien, ils ont du mal, ils sont en difficulté. Et aujourd'hui, il y a besoin aussi pour ces petites entreprises de relever les salaires pour pouvoir relancer la consommation et permettre, bloquer, bien sûr, il faut bloquer les prix. Parce que c'est indispensable. C'est indispensable. Vous augmentez les salaires, vous bloquez les prix. Donc et donc, il y a des marges aujourd'hui sur la très grande... Par exemple, l'agro, on en reparlera certainement de l'agriculture, mais il y a des entreprises on parlera d'agriculture si vous faites vite sur la question des salaires. Il y a aussi de taxer les super profits. Alors, Bartholomé Lenoir, est-ce que vous êtes d'accord avec Jordan Bardella? Aujourd'hui, il faut baisser les charges. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il faut baisser les charges. Comme ça, il n'y aura plus de retraite. Ce sera très bien. Pas du tout. Oui. Aucun rapport. Il faut baisser les charges. Il faut baisser les charges. Plutôt que l'impôt sur le revenu, comme le disait Éric Ciotti. Il faut baisser les charges parce que c'est aux entreprises, aux entrepreneurs, et je pense aussi aux cotisations patronales, parce qu'il y a les cotisations salariales, mais il faut aussi baisser les cotisations patronales. C'est en baissant les impôts que les gens auront plus de pouvoir d'achat. C'est pas en leur disant, tenez, allez, 500 €, exact. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est baisser les impôts pour donner plus de pouvoir d'achat, baisser les charges. Et là, ça va donner du pouvoir d'achat. Là, ça va donner de vrais salaires. Et ça va donner des marges de manœuvre aux entreprises. Et ça, c'est très important. Mais baisser les impôts, ça veut dire aussi moins de recettes publiques. C'est par exemple moins d'argent pour les collectivités locales. Que vous présidez. Le sujet, encore une fois, c'est la quadrature du cercle. Que sont les charges sociales, patronales et salariales? Ce sont les charges qui financent les régimes de sécurité sociale, de solidarité en France. Branche maladie, branche vieillesse, etc. On appelle ça des revenus différés. Pour autant, est-ce que ces grands régimes qui sont déficitaires doivent l'être ad vitam aeternam? Non. Il faut là aussi que l'État prenne des mesures opérante pour savoir ce que nous voulons, réduire un certain nombre de gaspillages et avoir une gestion rigoureuse. Je crois qu'on ne s'en échappera pas. Oui. Pour autant, aujourd'hui, rappelons que même dans notre département, et oui, dans notre département, il y a des entreprises performantes, des petites PME, des TPE, mais aussi des artisans, ils sont en réseau, etc. Ils sont confrontés à des réalités. La réalité de ceux qui achètent leurs produits manufacturés à des prix aussi qui sont comparés à une économie européenne, voire mondiale. Donc la question de la productivité qui passe aussi par le renouvellement de l'outil productif, et ce qui veut dire que nous devons garantir en effet aux entreprises qu'elles peuvent bénéficier de fonds d'investissement français. Donc c'est aussi l'épargne des Français qu'il faut protéger et de fonds d'investissement qui leur permettra aussi d'être plus performants. Et cela passe aussi par un certain nombre, on a évoqué les charges, mais par un certain nombre de cotisations, de taxes sur les entreprises. Alors ça a été un long sujet pour les collectivités, les communes, les départements, à savoir comment l'État pouvait compenser si il avait moins d'imposition sur les entreprises. C'est ce modèle qu'il faut regarder. Mais aujourd'hui, on voit quand même le résultat du CICE, le coût de la production des produits en France, et on le connaît dans le monde de l'agriculture. Pardon, il nous reste 7 minutes pour parler d'agriculture. C'est important aussi parce que c'est le sujet aussi dans le monde agricole d'être confronté à des importations de produits qui sont fabriqués à bas coût et qui ne respectent pas les normes que l'on impose en Europe et en France. Et ça, c'est un vrai sujet. On parle d'agriculture. Jean-Baptiste Moreau, les lois Egalim que vous avez en grande partie écrit, les propositions du gouvernement après les manifestations agricoles, on sent visiblement que la colère, elle est toujours là et qu'elle demande j'ai bien entendu, et ce que j'ai entendu surtout sur les barrages, c'est qu'il fallait que la loi Egalim soit appliquée en totalité. Donc elle n'était pas si mauvaise que ça. Puis, je l'ai portée, effectivement, vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale. Oui, mais les décrets ne sont jamais sortis sous votre gouvernement. C'est le boulot des députés. Je ne suis plus député depuis 2022 de surveiller la sortie des décrets. C'est les décrets. Il y a des décrets. En plus, c'est faux, les décrets sont sortis en grande partie. Il y a des problèmes de contrôle et de sanctions, effectivement. Pour revenir, quand même, mais c'est lié PME agroalimentaire, j'en ai géré une, moi. Il va falloir m'expliquer comment vous bloquez les prix de l'autre côté. Donc ça veut dire que la PME ne peut plus augmenter ses prix, mais en même temps, vous l'obligez à augmenter ses salaires. Je peux vous dire que c'est la faillite des PME de l'agroalimentaire, déjà qu'elle a perdu 15% de marge à cause de la loi de modernisation de l'économie votée par la droite dans les années 2000, qui a donné la main à la grande distribution sur l'ensemble
l'ensemble de la filière agroalimentaire. Ce que j'ai essayé de déconstruire avec Egalim, y compris contre ma propre majorité, parce que j'ai jamais eu peur de prendre position contre ma propre majorité. Je veux dire, aujourd'hui, les solutions de la gauche, là, c'est juste la mort de toute la filière agroalimentaire dans les agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils vont pas vendre à une multinationale pour être transformés, pour revenir en France. Ça n'existe pas. Donc il faut renforcer les contrôles, renforcer les sanctions et renforcer les obligations de transparence des marges dans la grande distribution. On va donner la parole à Bartholomé Lenoir qui est un petit peu en retard sur le temps de parole. Est-ce que vous dites mangeons français comme Jordan Bardella? Premier point. Les lois Egalim, pour moi, elles sont trop compliquées. Il faut des choses simples pour que ça fonctionne. Ça, c'est premier point. Deuxième point. Comment voulez-vous que les distributeurs, quand ils ont de la viande française chère et qu'on leur demande de payer plus cher et qu'ils vendent de la viande étrangère pas chère, disent OK, on va payer la viande des françaises chères? C'est impossible. Donc il faut deux choses. Donc il faut deux choses. Il faut une PAC beaucoup plus importante pour soutenir les agriculteurs et les éleveurs creusois. Ça, c'est très important. Une PAC nationale, maintenant, il faut une PAC beaucoup plus forte. Et deuxième chose, il faut mettre fin à tous les accords de libre-échange qui font de la concurrence déloyale à la viande française, notamment. Ce qui fait qu'on arrivera à un soutien à nos agriculteurs qui pourront produire des produits plus compétitifs, plus accessibles pour les Français, puisqu'ils n'auront pas de concurrence déloyale et qu'ils seront soutenus par une PAC plus forte. Donc fin des accords de libre-échange, très clair, et une PAC beaucoup plus importante pour les Français et les producteurs français. Pour une souveraineté, il faut atteindre la souveraineté alimentaire française. Catherine Couturier, il y a peut-être un point... Avant de parler de PAC plus importante, commençons déjà à régler ce que l'on doit à nos agriculteurs. Absolument. Et les mesures qui ne sont pas payées depuis plus d'un an, c'est inadmissible. Des structures qui sont extrêmement fragiles, parce que moi, j'étais avec eux sur les barrages, sur les ronds-points, sur la 145 cet hiver. Nous aussi, on y était. Et j'y étais. Non, j'y étais physiquement. Et je sais, j'ai pris de pleine face ce qu'ils vivaient au quotidien, le ras-le-bol, encore une fois, clairement exprimé. Et là, encore une fois, ceux qui n'ont rien entendu depuis des mois et des mois ne peuvent laisser ces forces vives de notre département dans la détresse. C'est impensable. Catherine Couturier, il y a un point sur lequel vous êtes peut-être d'accord avec M. Lenoir. Sur la question du libre-échange. Oui, c'est sur la question, parce que dans le programme du Nouveau Front Populaire, il y a interdire l'importation des productions agricoles ne respectant pas les normes sociales et environnementales. Les citoyens à regarder quand même le vote au niveau de l'Europe de M. Bardella. On ne va pas relancer le débat de l'Europe. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, il y a une problématique sur notre territoire, et en particulier en Creuse, c'est la question de l'installation. On a aujourd'hui à peu près 8000 paysans qui disparaissent par an et on aura 50% des agriculteurs qui, les exploitations vont disparaître. Et on assiste à quoi aujourd'hui? On assiste à l'agrandissement justement des exploitations. Et cet agrandissement, ce n'est pas notre agriculture que nous portons ce que nous voulons, c'est une agriculture paysanne avec une rémunération pour les agriculteurs, qui puissent. Mais je leur demande pas d'être fonctionnaires. Mais par contre, il faut absolument, sur ce que disait Madame Simonet tout à l'heure, c'est que les services publics aujourd'hui, pour accompagner les agriculteurs, pour contrôler dans les fermes, et il faut des moyens pour les aider dans leur démarche administrative. Pour les aider dans leur démarche administrative, il faut absolument du personnel et des hommes et des femmes qui répondent et qui accompagnent, et non pas des sites internet sur lesquels ils sont usés. Bartholomé Lenoir est un petit peu en retard. On a évoqué plusieurs sujets, chacun avec nos envies, etc. Monsieur veut être réélu député, madame veut être réélue députée, et j'ai une question concrète. C'est qu'aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il va y avoir 3 groupes. Le groupe de Jordan Bardella, le groupe de Renaissance et votre groupe. Il y a 3 pôles très importants, le C3. Et j'ai une question pour Valérie Simonet, qui est concrète. C'est qu'à l'Assemblée nationale, le vote blanc ne sert à rien. Je veux dire, qu'est-ce que vous allez voter? Est-ce que vous soutiendrez Bardella? Est-ce que c'est très, très important? Et pour mettre en place tout ce que vous dites, comment vous allez faire si vous êtes député? Monsieur Bardella est député européen pour l'instant, non? Il sera Premier ministre, si la majorité... Aujourd'hui, parlons du concret, parce que moi, je ne sais pas lire dans l'avenir. Je n'ai pas de boule de cristal. Et encore une fois, mais bon sang de bon sang, les Creusois et les Français en ont marre de ces élus et de ces candidats qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Les Creusois veulent qu'il se passe quelque chose. Et quand on est député sans étiquette, on ne peut rien faire. Et ils veulent
faire confiance à ceux qu'ils connaissent. J'en suis intimement persuadée. Moi, je les connais depuis près de 60 ans. Ils savent très bien qu'à l'Assemblée, il y a des pôles et qu'il faut appartenir à une majorité pour pouvoir voter. Les tombées du ciel qui sont là aussi peut-être par opportunité, pourquoi pas, c'est les règles de la démocratie. Pas par opportunité, je suis creusois depuis des années. Vous habitez où, vous votez où, monsieur Je suis creusois, mais il faut le dire. Votre arrière-grand-mère était creusoise, non, mais un vrai sujet. Je voudrais quand même dire que ce qui s'est passé dans la famille de droite et chez les Républicains la semaine dernière, on en a longuement échangé, Monsieur Lenoir le sait très bien, c'est un choix. C'est un choix, il a été clairement précisé. Aujourd'hui, me semble-t-il, Éric Ciotti, il faut conclure, Madame Simonet. Éric Ciotti, Bardella présente 60 députés. Les LR rassemblés, Républicains présentent plus de 400 députés. Non, c'est terminé. La majorité sera absolument que ce soit. Moi, je ne me présente pas pour une famille politique. Face à l'écart, mais bien pour les Creusois et les Creusois, je travaille avec tous les élus, quel que soit leur bord, et j'ai travaillé sur le plan particulier pour la Creuse avec des élus de droite, des élus de gauche et contre les extrêmes. Mais vous avez été battu, monsieur. Merci à tous d'avoir accepté en tous les cas de participer à ce débat qui aurait pu, bien entendu, être beaucoup plus long. Je rappelle, on va aller voir les 7 candidats qui sont présents dans cette circonscription que vous voyez à l'écran. Place maintenant à la première circonscription de la Haute-Vienne. Dans un instant, nous allons recevoir les 3 candidats invités ce soir. Mais voici d'abord la situation politique dans cette circonscription. Merci aux téléspectateurs.